Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous présidez le Front National et vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Merci d'être sur BFM TV ce soir. On va parler évidemment de la crise sociale, de PSA, on va parler des derniers sondages, de la manière dont vous voyez votre campagne. Mais je voulais d'abord avoir votre avis sur cet accord entre les Verts et le Parti Socialiste. Ils sont arrivés enfin à un accord. Ça clarifie pour vous le paysage Attendez, moi je ne suis pas Jean-François Copé. C'est-à-dire que moi je ne m'immisce pas dans les discussions que peuvent avoir des partis politiques qui sont des adversaires. C'est leur problème. Ça ne me regarde pas. C'est après, évidemment, aux électeurs de juger quelle est la qualité. Est-ce que tout ça n'est pas bien cynique? Est-ce que l'intérêt... C'est ce que vous sentez, c'est ce que vous pensez, non, en mais fait. Est-ce que l'intérêt général est défendu ou est-ce que ce sont des intérêts catégoriels qui sont défendus? Mais dans l'ensemble, ça ne me regarde pas. Ce que je remarque, c'est que ces partis oublient peut-être que nous sommes dans la Ve République, que c'est un candidat qui doit rencontrer le peuple et non des négociations de partis politiques tels qu'ils sont en train de s'organiser autour de François Hollande. Mais quand même, dans le contenu de l'accord, est-ce que le maintien de l'EPR, la fermeture de 24 centrales, est-ce que vous pensez, comme certains à l'UMP et certains apparemment au Parti Socialiste, que ça touche notre indépendance énergétique et qu'il y a de nombreux emplois qui sont en jeu? Oui, bien sûr, ça touche notre indépendance énergétique. Au moment où les pays fournisseurs de pétrole sont déstabilisés les uns après les autres, où on ne sait pas demain dans quelle situation nous pourrons éventuellement obtenir la fourniture d'une énergie qui est vitale, je pense que se priver aujourd'hui du nucléaire est totalement irresponsable. Mais à terme... On ne se prive pas, puisque le PR, théoriquement, mais demeure. à terme, c'est effectivement une énergie dangereuse. Il faut donc garder en vue la nécessité de se séparer du nucléaire. Mais pour l'instant, nous n'avons pas assez investi dans la recherche. Cette recherche n'est pas assez avancée pour que les énergies renouvelables prennent le remplacement, remplace le nucléaire. Ce que je comprends, c'est que vous voulez sortir du nucléaire, qui est une énergie dangereuse à vos yeux, mais pas tout de suite, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens. Pas tout de suite. Et est-ce que c'est responsable du coup d'y rester si c'est vraiment dangereux? Non, pire que cela, je pense qu'il faut continuer à investir dans la sécurisation des sites nucléaires, dans le retraitement des déchets. Or, le caractère extrémiste des Verts consiste à vouloir imposer d'arrêter tout investissement. Donc on va se retrouver dépendant du nucléaire, mais avec un nucléaire encore plus dangereux, puisqu'on n'aura pas fait les investissements nécessaires dans les générations futures qui permettent normalement d'avoir un nucléaire plus sécurisé et des déchets mieux retraités. Donc vous êtes pour le nucléaire, mais pour la sortie du nucléaire. C'est un petit peu ambigu, non, oui. Je suis pour le nucléaire de manière par principe. Mais à partir du moment où je n'ai rien à proposer aux Français qui assurent pour l'instant, aujourd'hui, l'indépendance de notre pays sur le plan énergétique, il est évident que ce serait une folie que de leur proposer aujourd'hui de sortir du nucléaire. Bon, on ne sait même pas si en décembre prochain, on ne va pas avoir des coupures massives d'électricité parce que l'Allemagne, elle, a décidé d'arrêter un certain nombre de centrales et que nous risquons le blackout. Permettez-moi de dire que ce n'est pas ça une gestion responsable de l'avenir. Donc François Hollande, quand il signe cet accord, même s'il conserve le PR, est irresponsable pour vous. Vous voyez bien que ce sont des négociations d'appareil. Il s'agit là de négociations de circonscription que l'on habille avec des principes politiques. C'est pas ce que vous feriez? Non, ce n'est pas ce que je ferais, non, parce que moi je pense toujours à l'intérêt général. Et la seule question que je me pose face à chaque question, c'est quel est l'intérêt de la France et des Français? Pas quel est l'intérêt ni du Front National, ni de moi-même, ni de je ne sais qui d'autre. Alors la crise sociale, on l'a appris, donc Peugeot-Citroën, PSA Peugeot-Citroën envisage donc de supprimer un certain nombre de postes, plusieurs milliers, dont 2000 en France. Ce matin, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'y aura pas de plan social et il a donné rendez-vous, ou convoqué si l'on veut, le PDG de PSA. Il vous a convaincu ? Non, il avait déjà fait ça à de multiples reprises. Comme ça, on convoque devant les médias des grands patrons. On se me souvient même d'une fois où il avait tapé comme ça dans les mains du patron de monsieur Mittal. Hein, on le voyait en une d'un journal en train de lui taper dans les mains. Bon, en l'occurrence, il y a toute une série d'ouvriers qui ont hélas vu les conséquences des promesses non tenues de Nicolas Sarkozy. La réalité, il faut la dire, c'est que Nicolas Sarkozy fait dans ce domaine du cinéma. Qu'il sait pertinemment que l'Union européenne lui interdira
toute action directe, puisqu'on nous refuse la capacité d'utiliser l'État comme un État stratège. On refuse... Là, on n'est pas actionnaire, en l'occurrence. Ça n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. L'Union européenne interdit à l'État de venir au soutien de secteurs économiques qui sont en difficulté. Souvenez-vous, il y a quelques années déjà, Nicolas Sarkozy avait déjà fait la promesse qu'il aiderait l'industrie automobile si l'industrie automobile faisait travailler en priorité les sous-traitants français. Ceci était un mensonge. C'était interdit par l'Union européenne. Ça l'est toujours. Et il est largement temps que nous récupérions en ce domaine notre indépendance. Alors concrètement, vous seriez au pouvoir aujourd'hui face à une annonce d'une entreprise privée. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, madame, je vais aller expliquer à l'entreprise que comme je vais mettre en place un protectionnisme aux frontières de la France, si cette entreprise délocalise, elle n'y aura aucun intérêt puisque lorsqu'elle réimportera ses produits, ils seront taxés. Et donc, la délocalisation sera pour elle sans intérêt, sans bénéfice. Parce que c'est ça le problème de fond. C'est que les entreprises délocalisent pour pouvoir faire toujours plus de bénéfices, parce qu'encore une fois, on va aller se rapprocher de leur marché, en l'occurrence, parce que c'est par exemple le marché automobile, il y a 35 millions parce que nos frontières, madame, c'est en Chine, c'est au Brésil que se passe que nos le marché frontières est le plus sont fort. Ouvertes. PSA a trouvé très bien la porte des dirigeants politiques quand il s'agissait de venir demander des aides. Je rappelle que le Front National a été le premier parti politique à proposer dans les conseils régionaux et à soutenir cette idée également au niveau de l'État que les entreprises ne doivent pas obtenir des subventions et elles doivent obtenir éventuellement, lorsqu'elles sont en difficulté, des prêts. Mais à une condition, c'est que ces prêts soient remboursés par les entreprises si elles délocalisent ou si elles licencient dans les 5 ans. Ça, c'est le contrat que doit imposer l'État, ou alors ça n'est pas un État, et évidemment, cet État n'est pas présidé. Donc, dans ces cas-là, comment on fait pour exporter ces voitures et se rapprocher des marchés les plus... Pourquoi ne pouvons-nous pas exporter nos voitures? Puisque vous allez mettre des frontières autour de la France, des protections douanières très importantes. Très importantes. Je les modulerai en fonction de l'intérêt des secteurs économiques que je veux préserver, parce que je pense que nous sommes en situation de concurrence déloyale aujourd'hui, que nos entreprises voient peser sur elles toute une série de normes, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, de sécurité, de respect de l'environnement, des normes de progrès social, mais qu'on nous met en concurrence déloyale avec des pays qui n'ont aucune de ces normes-là et qui ne respectent aucun début, donc vous modulerez, de protection sociale. Bien sûr, je les modulerai en fonction des pays, je les modulerai en fonction des produits. Et on ne s'isolera pas dans ces cas-là, on ne deviendra pas un îlot solitaire. Mais absolument pas, c'est ce que font tous les pays du monde. Il n'y a que l'Union européenne qui ne se protège pas. Mais là, vous parlez de la France, vous parlez de protection autour des frontières de la France. Il n'y a que l'Union européenne qui nous a imposé l'obligation de ne pas nous protéger, de ne pas nous armer face à la mondialisation. Écoutez, la conséquence, on la voit, il n'y a quasiment plus de PMI dans notre pays et nous aurons perdu à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy 500 000 emplois industriels en 5 ans. Nicolas Sarkozy qui se présente comme le président protecteur, qui vous souriez, et qui lutte contre la fraude sociale, qui impose 7 heures de travail hebdomadaire aux titulaires du RSA. Claude Guéant, par ailleurs, qui parle d'immigration en disant que les immigrés doivent adopter nos coutumes et respecter vos lois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il veut vous refaire le coup de 2007 et siphonner vos voix, s'adresser directement à votre électorat et vous les prendre? Mais bien sûr, tout ça, c'est évidemment de l'enfumage, mais j'en appelle à la responsabilité et surtout à la mémoire de nos compatriotes. Moi, j'ai retrouvé 2 phrases. Le président a déclaré en 2007 « Je veux être le président qui n'aura aucune indulgence envers les fraudeurs ». Le président a dit en 2011 « Je vous le dis, nous devons être sans indulgence envers les fraudeurs ». Et entre-temps, il ne s'est strictement rien passé. Il a fait une déclaration dans laquelle il n'y a aucune mesure concrète de lutte contre la fraude, aucune, alors qu'on pouvait mettre en place la désactivation des fausses cartes vitales ou des cartes vitales en surnombre. Il faut 3 mois pour cela, pas plus. Vous savez que la fraude, l'essentiel, c'est le travail dissimulé. Mais entre autres, il faut mettre la carte vitale biométrique. C'est pas tout à fait... Il faut que les patrons voyous qui embauchent des clandestins soient très lourdement condamnés. Mais le problème, c'est que bien souvent, ces patrons voyous, on les trouve dans les restaurants de Neuilly. Donc c'est évidemment difficile de faire appliquer la loi. Il y a des restaurants partout. Dans toute sa difficulté. Il faut opérer le croisement des fichiers, y compris fiscaux. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on nous le promet, ça n'a jamais été fait. Et puis, il faut clairement dire les choses, madame. Les fraudes qui sont effectuées, notamment les fraudes aux faux titres,
sont évidemment exponentielles, comme est exponentielle l'immigration. Il est évident qu'ils ce sont en général les étrangers qui n'ont pas de titre qui fraudent au titre. C'est pas ceux qui sont français. Ça me paraît tout à fait évident. Bon, là pour le coup, c'est un délit qui est bien spécifique. Bon, sachons le dire et tenons-en compte pour pouvoir lutter efficacement contre cela. Je voudrais vous faire remarquer que dans notre sondage CSA BFM TV 20 minutes, vous restez à 16% aujourd'hui, mais vous êtes dans certains autres sondages 17, 18, bon déjà 19 même. Voilà, même 19. Bon. Ce qui est frappant, c'est que vous restez relativement stable, à un niveau élevé, mais que vous ne dépassez peut-être pas, encore aujourd'hui, la campagne n'a pas commencé, un certain seuil, comme si la campagne prenait l'allure d'un duel, François Hollande-Nicolas Sarkozy, comme si Nicolas Sarkozy jouait un peu un qui tout double et que cela se tournait autour de lui et donc de François Hollande qui serait une alternative crédible. Est-ce que vous n'êtes pas scotché à la 3e place? Je crois pas, non. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui aimeraient être à la mienne de place d'ailleurs. Je pense que le deuxième tour... Oui, mais c'est la 3e. Non, mais je pense que le deuxième tour est extrêmement ouvert et comme vous l'avez dit, la campagne n'a pas réellement commencé. Bien sûr, Nicolas Sarkozy cherche la bipolarisation et il veut absolument se retrouver en confrontation avec François Hollande, et pour cause, parce qu'ils arriveront toujours à s'entendre, puisque sur tous les grands sujets ils sont d'accord, sur l'euro ils sont d'accord, sur les plans de renflouement ils sont d'accord, sur l'intégration européenne ils sont d'accord, sur le fédéralisme européen ils sont d'accord, sur l'immigration ils sont d'accord. Bon, donc ils vont essayer de s'opposer sur des sujets qui sont des sujets secondaires ou artificiels. Je voudrais avoir trois questions brèves. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer Nafissatou Diallo à New York lorsque vous y étiez le 3 novembre? J'ai envisagé de la rencontrer à titre personnel. Cette information devait rester non publique. Je ne l'aurais pas rendue publique, mais je pense qu'elle a été victime d'un comportement général de la part de la classe politique française que j'ai trouvé scandaleuse. Elle et autour d'elle l'ensemble des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Je rappelle tout de même à ceux qui nous écoutent que j'ai été la première et la seule à dire précisément la vérité sur Dominique Strauss-Kahn. Pour cela, j'ai été assez malmenée et pourtant aujourd'hui, il s'avère que c'est moi qui avais raison. Dominique Strauss-Kahn est bien quelqu'un qui doit se faire soigner parce qu'il a, et tout le monde le savait, des relations parfaitement déplacées avec les femmes. Donc, défenseur des femmes, Marine Le Pen, et vous avez voulu donc rencontrer Nafissatou Diallo. Oui, je voulais lui exprimer l'idée que toute la classe politique n'était pas unanime et qu'il y avait aussi des responsables politiques qui avaient pris sa défense, y compris dans des moments difficiles. Est-ce que les photos de la campagne Benetton vous ont choqué, celles du pape et de l'imam du Caire? Non, mais écoutez, c'est bis repetita, quoi. C'est le comique de répétition, en l'occurrence, parce que M. Benetton, manifestement, est en manque d'imagination. Est-ce que ça vous a choqué? Il nous refait le coup depuis 20 ans. Oui, mais donc est-ce que donc le but, c'est de choquer. Oui, bon. Mais alors vous avez été choqué ou pas? Non, mais moi, il m'en faut plus. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient choqués. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller brutaliser et choquer des gens dans leurs croyances. Voilà, ça n'est pas, en tout cas, moi, ma manière de faire. Vous soutiendriez les intégristes catholiques qui vont protester contre la pièce Golgotha Picnic? Non, attendez, moi je crois que tout le monde a le droit de protester. Bon, mais personne n'a le droit de le faire de manière violente et en dehors de la loi. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi les catholiques, même traditionnalistes, n'auraient pas le droit de manifester. Mais il faut pour cela qu'ils le fassent en ayant respecté la loi, demandé l'autorisation de se réunir. Mais je vois que ça scandalise plus, semble-t-il, que le fait d'incendier Charlie Hebdo. Les parrainages, vous allez retrouver vos 500 signatures ou comme chaque fois c'est un peu difficile et puis après ça va et après ça marche? Écoutez, en tout cas les 2 dernières fois ça a été particulièrement difficile et ça s'est clôturé ric-rac. Hein. J'irai mardi au Salon des maires où je m'exprimerai sur le sujet des parrainages, mais je rappelle une fois de plus que Nicolas Sarkozy avait promis de modifier cette procédure des parrainages parce qu'elle était, selon ses propos, inadaptée et antidémocratique et qu'une fois de plus c'est une promesse qui n'a pas été tenue. Merci Marine Le Pen d'être venue sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant, le journal de Jean-Rémy Baudot.